Depuis fin mai, période au cours de laquelle les prix de l'huile de palme avaient atteint un point bas, les consommateurs étaient aux anges. L'euphorie est désormais passée car, à l'espace de 2 mois, les prix ont rebondi de 10%. Le prix du litre d'huile de palme oscille aujourd'hui entre 650 à 800 francs CFA dans la ville de Douala, contre 550 francs CFA, le prix initialement prévu par les autorités camerounaises. Même si la production nationale avait augmenté de façon marginale entre 2015 et 2016, tel n'est pas le cas cette année 2017, comme l'explique ce détaillant du marché des Edo de Douala. Ces jours-ci, sensiblement la semaine dernière, on a acheté l'huile dans les 11 500, 12 000. Mais on se retrouve déjà en train d'aller vers 14 000, 14 500, c'est très grave. Une situation qui pousse les pouvoirs publics camerounais à réagir face à ce phénomène. Saisissons l'occasion d'avertir tous ces commerçants véreux qui profitent de la situation pour augmenter illicitement les prix, que nous ne les ignorons sur aucun de nos moyens pour les traquer partout où ils prendraient le risque d'aller à l'encontre de l'augmentation en vigueur. Cette hausse du prix du litre d'huile de palme constatée sur la plupart des marchés camerounais est causée par plusieurs facteurs selon le délégué régional du commerce littoral. La période n'est pas assez propice dans la production des noix. Et c'est ce qui peut justifier cet aspect rare de l'huile de palme sur le marché. Pour la première fois depuis 2012, la Banque centrale sud-africaine a réduit son taux directeur de 25 points de base pour le ramener à 6,75%. Cette baisse se justifie, selon la Banque centrale, par la faiblesse de la croissance du pays et la révision à la hausse de ses perspectives de croissance. D'autres sources estiment cependant que la Banque des réserves d'Afrique du Sud a plutôt cédé à la pression du pouvoir politique qui l'a contrainte à réduire ses taux directeurs, ce que dément l'institution bancaire qui a annoncé dans la foulée une réduction de moitié de ses prévisions de croissance pour l'année 2017 à 0,5%. Aussi, elle table désormais sur une croissance de 1,2% pour 2018. La production cacaoyère pourrait connaître cette année de fortes perturbations au Nigeria. En cause, les fortes pluies enregistrées et qui, selon l'agence nigériane de météorologie, pourraient entraîner des inondations. Les prévisions annuelles pour 2017 indiquent d'ailleurs qu'au moins 32 États sur les 36 que compte le pays seront affectés par les pluies irrégulières. Parmi ces États, plusieurs sont situés dans la ceinture cacaoyère australe. D'où la menace qui pèse sur le rendement attendu cette année. En cas d'inondation sérieuse, les cultures de cacao pourraient retenir plus d'eau qu'elles ne peuvent en absorber, ce qui entraînerait une forte humidité, source de maladies fongiques telles que la pourriture brune qui baisse la qualité et la quantité du cacao. Avec une production de 190 000 tonnes pour la saison 2015-2016, le Nigeria est le 7e plus grand producteur de cacao du monde. Dans une économie mondiale qui affiche des signes de reprise encore plus vigoureux que ceux anticipés il y a quelques mois, la croissance africaine continue de retrouver progressivement son dynamisme. C'est ce que laissent transparaître les dernières projections de croissance actualisées du FMI et le Fonds monétaire international rendues publiques le 24 juillet. Pour l'Afrique subsaharienne, les perspectives ont été légèrement modifiées par rapport à l'édition d'avril dernier et si le taux de croissance a été maintenu à 2,7% cette année, le FMI s'attend à un rythme de 3,5% en 2018. De l'éclaircie à l'horizon donc, même si ces perspectives cachent certaines disparités, notamment l'absence d'un véritable impact dans le vécu quotidien des habitants. D'après le FMI, la légère révision à la hausse pour 2017 par rapport à l'édition d'avril 2017 des perspectives économiques mondiales tient à une modeste amélioration des perspectives de croissance pour l'Afrique du Sud qui enregistre une récolte exceptionnelle
grâce à une meilleure pluviométrie et à une augmentation de la production minière elle-même attribuable à un rebond modéré des coûts des produits de base. L'autre grande puissance économique du continent, le Nigeria, poursuit également son rattrapage. La croissance ne sera que de 0,8% cette année et devrait se hisser à 1,9% en 2018, éloignant ainsi le pays du spectre d'une longue période de récession. Dans l'ensemble, le FMI prévoit une accélération de sa croissance économique mondiale de 3,5% cette année, soit 0,3% de plus que 2016. En 2018, elle devrait atteindre 3,6%, ce qui confirme la reprise projetée en début d'année. Le Sénégal a désormais de quoi réaliser son projet de train express régional. Le futur chemin ferré reliant l'aéroport Blaise Diagne, toujours en phase de projet, et la capitale Dakar, qui s'étend sur 36 km, vient de bénéficier du soutien de la Banque africaine de développement BAD. Au pays, il a accordé un prêt de 120 milliards de francs CFA, soit environ 192 millions de dollars. L'accord de prêt a été paraphé par Janvier Litse, directeur général du Bureau régional de développement et de prestations de services pour l'Afrique de l'Ouest de la BAD, et Amadou Ba, ministre sénégalais de l'économie, des finances et du plan. Il intervient après une promesse de financement de 197 milliards de francs CFA de la Banque islamique de développement et 133 milliards d'aides françaises. Le gouvernement contribuera quant à lui à hauteur de 124 milliards de francs. Dans l'ensemble, les projets ferroviaires font partie du plan gouvernemental du Sénégal annoncé en 2014 pour promouvoir l'investissement dans ce pays ouest-africain. L'objectif est de doper sa croissance économique qui, en 2016, a progressé à 6,6% selon la Banque mondiale. Parallèlement, le projet comporte des aménagements comprenant des activités dédiées aux femmes et aux jeunes. Il s'agit notamment de l'aménagement de terrains sportifs multifonctionnels, la construction d'infrastructures marchandes, la formation des jeunes au métier de chemin de fer pour améliorer leur employabilité en phase avec la stratégie pour l'emploi des jeunes en Afrique 2016-2025. La Zambie pourrait exporter cette année 100 000 tonnes de maïs vers la région est de l'Afrique. Cette quantité représente une partie des 1,4 million de tonnes d'excédents exportables que le pays a enregistré au terme de la saison 2017, où il a affiché une récolte exceptionnelle de 3,61 millions de tonnes. 24 compagnies, dont 3 étrangères et 21 locales, ont été retenues pour assurer le transport du maïs excédentaire vers l'Afrique de l'Est, lequel maïs est principalement destiné au Kenya, à la Tanzanie et au Burundi qui affichent un déficit en maïs. La Zambie, faut-il le préciser, représente le second producteur et exportateur de maïs de la région après l'Afrique du Sud. Madagascar va bénéficier d'un prêt de 86 millions de dollars du Fonds monétaire international. Un financement approuvé par l'institution à l'issue de son premier examen portant sur la performance économique du pays dans le cadre d'un programme appuyé par une facilité élargie de crédit, FEC. Ces fonds devraient permettre aux autorités malgaches de poursuivre un certain nombre de réformes entamées. Des réformes qui visent, entre autres, à promouvoir une croissance économique plus inclusive et plus durable à travers l'augmentation des investissements dans le secteur des infrastructures et le capital humain. Ce programme pourrait également aider le pays à renforcer les dépenses sociales, le secteur financier et l'avancement des réformes structurelles. Malgré ses réserves de nickel, de cobalt, d'or, d'uranium et d'autres minéraux, Madagascar traverse des difficultés économiques. Outre les investisseurs étrangers qui ont quitté le pays suite au coup d'État de 2009, la sécheresse entre fin 2016 et début 2017 et du cyclone Enao qui a fait 81 morts pèse lourdement sur l'économie à hauteur d'environ 400 millions de dollars, soit 4% du produit intérieur brut du pays.
Situé aux confins du Rwanda, de la RDC et de l'Ouganda, le massif des Virunga est le dernier sanctuaire au monde des gorilles, dont le nombre a atteint aujourd'hui près de 900 individus grâce aux efforts de conservation consentis ces dernières années. Un sanctuaire qui attire nombre de touristes, mais dont le coût d'accès a été multiplié par 2 en mai 2017 pour répondre aux besoins des autorités rwandaises de diversifier leur offre tout en se concentrant sur le marché de niche du haut de gamme. Notre stratégie est donc de développer un marché touristique de luxe parce que notre tourisme repose principalement sur les ressources naturelles. Donc, lorsque vous venez voir les gorilles, cela vous coûte $1 500 et l'idée derrière est l'expérience exclusive. Et pour protéger les ressources naturelles, on ne peut donc pas accueillir tout le monde. Du côté des touristes, cette vision des autorités rwandaises est accueillie avec réserve. Ça va poser problème. Ça va être uniquement destiné à une élite qui peut payer ce prix. Si vous pensez au permis, vous devez aussi penser aux hôtels, aux billets d'avion, etc. Ça va commencer à représenter énormément d'argent pour venir au Rwanda pour voir les gorilles. Pour leur part, les hôteliers attendent de voir l'impact de la décision gouvernementale sur leurs activités. On attend peut-être qu'il y aura l'impact, mais aujourd'hui, pas de problème. Avec 400 millions de dollars de revenus en 2016, le tourisme représente la plus importante rentrée de devises pour le Rwanda. Le pays, qui mise désormais sur le haut de gamme, entend développer le tourisme culturel ainsi que le tourisme sportif, tout en travaillant à devenir une destination de choix pour les safaris. La reprise de la croissance mondiale annoncée en avril selon les indications au niveau du Fonds monétaire international suit son cours comme prévu. La production mondiale devrait enregistrer une croissance de 3,5% en 2017 puis de 3,6% en 2018. Ces projections inchangées masquent toutefois des différences entre pays. Aux États-Unis, explique l'Institution économique internationale, la croissance devrait être inférieure aux prévisions d'avril en partant essentiellement de l'hypothèse que la politique budgétaire sera moins expansionniste que prévu. En conséquence, les chiffres pour les États-Unis ont été révisés à 2,1% cette année et en 2018 contre respectivement 2,3% et 2,5% envisagés au printemps, bien en deçà des 3% visés par le gouvernement de Donald Trump. En Grande-Bretagne, la croissance devrait également ralentir à 1,7% cette année en raison d'une activité plus faible que prévu au premier trimestre, même si elle devrait se maintenir à 1,5% l'an prochain. En revanche, les prévisions pour 2017 ont été révisées à la hausse dans beaucoup de pays de la zone euro, dont l'Allemagne, l'Espagne, la France et l'Italie, où la croissance au premier trimestre 2017 a généralement dépassé les attentes grâce à une demande intérieure plus vigoureuse que prévu, souligne le FMI. Quant à la Chine, les prévisions ont été très légèrement relevées à 6,7% plus 0,1 cette année et 6,4% plus 0,2 en 2018. Une amélioration attribuée à l'assouplissement précédemment consenti et à des réformes liées à l'offre. Les données compilées par les gestionnaires d'actifs FTFM et Morningstar sont rassurantes. Les marchés obligataires primaires ont attiré plus de 355 milliards de dollars au premier semestre de cette année contre 375 milliards de dollars sur toute l'année 2016. Cette performance qui intervient malgré les procédures de normalisation de politique monétaire de la plupart des banques centrales témoigne de l'engouement des investisseurs pour des titres de créances à revenus fixes au niveau mondial. Fin mai, les entrées nettes sont déjà supérieures au montant mobilisé sur l'ensemble des années 2013 et 2015. Selon les experts, les investisseurs à long terme se sont tournés vers les obligations comme couverture d'inflation. Les taux directeurs qui sont restés faibles les ont également contraints à rechercher le rendement du marché obligataire. Mais les relèvements des taux directeurs de plusieurs banques centrales, États-Unis, Canada, même l'Égypte et l'Afrique du Sud du côté africain soulèvent déjà des inquiétudes quant au maintien de cette dynamique au second semestre 2017. Tout ceci ajouté à l'annonce de la Banque centrale européenne BCE selon laquelle
la Banque européenne pourrait changer sa politique monétaire, cette donnée devrait entraîner une chute des taux obligataires. La fin de la politique décennale d'assouplissement quantitatif mise en place pour relancer les économies à la suite de la crise de 2008 s'annonce également et les taux devraient se resserrer sur les perspectives du marché obligataire.